Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Arène Podcast. Aujourd'hui, pas d'histoire, juste un nouvel invité encore une fois, et non des moindres, Cheikh Congo, la légende française du MMA. Bienvenue dans l'Arène Podcast, c'est l'épisode 30. Salut Cheikh, bienvenue dans l'arène et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi d'avoir celui qu'on surnomme le pionnier du MMA en France. Euh, avant d'évoquer ta belle et longue carrière, moi, j'ai l'habitude de laisser l'invité se présenter en quelques secondes. Donc si tu peux le faire, s'il te plaît. Cheikh Congo, combattant UFC vétéran et actuel champion, du moins, et athlète heavyweight, donc poids lourd de la catégorie Bellator. Voilà. Alors, par quoi je vais commencer, je ne sais pas trop, mais je sais que déjà, tu as 46 ans. Comment on fait pour être encore frais à 46 ans? Franchement, je ne sais pas. Je pense que derrière ça, comment on fait pour être frais, c'est bien sûr des gènes des parents, voilà, l'héritage de la provenance donc, de l'Afrique. Donc, c'est ce qui me permet d'être aujourd'hui peut-être au top grâce à ça. La première génération. Après, d'avoir compris effectivement ce que c'est de prendre soin de soi, donc de vivre dans un corps sain. Après, effectivement, bon, je fais pas mal d'erreurs dans certains cas, comme je me couche très très tard, même voire parfois pas du tout. Mais voilà, mais l'idéal, c'est de vraiment prendre soin de soi, donc avec des soins de kiné et tout ce qui s'ensuit. Parce que j'ai déjà posé la question à des combattants, combattantes. Quand je leur dis, ouais, vers combien de temps vous comptez aller, combien de temps vous comptez vous arrêter, c'est ouais, 39, 40 ans, je pense que j'irai pas au bout. Et là, je vois que toi, tu es encore là. Je me dis, Ouais. C'est vrai, je pensais m'arrêter bien avant. Vraiment, je pensais bien m'arrêter bien avant. Bien sûr, en pensant à un circuit qui était déjà bien rodé, tel qu'il soit. Après, j'ai changé, j'ai pris un autre sentier, voilà, un autre cheminement. Qui m'a plu, moins plu. Et puis, bon, bien sûr, ça te force et te pousse à relever d'autres défis. Et puis voilà, donc du coup, après, une action en amenant une autre, et puis surtout avec d'autres activités en parallèle, bon, je dis, bon, c'est pas plus mal. tu as fait tes débuts pro en 2001, mais tu as baigné dans les sports de combat depuis toujours. Mais toujours, depuis ma jeune enfance. Je pense que de dire mes débuts, oui, début pro, ouais, début pro 2001, 2000, ouais, même voire 2000. Mhm. Donc voilà, mais sinon après, effectivement, on a bien, pour en arriver à ce niveau-là, je pense, comme certains aussi qui sont vraiment doués, débutent des fois en ne serait-ce que 4 5 ans, tu vois, donc de pratique martiale. Mais c'est vrai que pour ma part, ça a été ça a été très très jeune, très très jeune. Puis bon, bien sûr, on avait effectivement pour ma génération le, les élans et puis les boosters de films asiatiques, et surtout de films, je dirais pas asiatiques, mais je dirais de films exotiques. Donc après, on a eu le condensé et dérivé de combats occidentaux tels que les Chuck Norris, les Jean-Claude Van Damme, et puis toute la variante de Kung Fu Master ou de Karaté Master qui sont venus par la suite. Donc voilà, donc effectivement, n'importe qui pouvait se sentir représenté ou voulait représenter la discipline. Puis je pense que, bon, comme pour certains, ce n'était pas mon cas, mais c'était quand même magique de voir des films comme Bloodsport ou Karaté, ou voilà. Et où là, tu voyais les gars, comment ça s'appelle, au kickboxer, imiter justement les phrases de Tang Po. Donc, Ah. ça, pour la nouvelle génération, bon, ils en ont peut-être entendu parler, mais il n'y a que vraiment, je dirais, allez, ouais, les gars de ma génération, un peu plus vieux, et puis il y a un peu des plus jeunes qui se remémorent de ça, mais les tout jeunes d'aujourd'hui, là, de 10 15 ans, ils ne connaissent pas. Ils me Tu disent, tapais contre l'arbre avec le. non, non, non. Quand je voyais ça, les gars, c'est des fous. Je voyais jouer des potes, ils mettaient des pénaltys dans les poteaux pour les c'était vraiment la caricature de la série animée Les Lascars.
Ouais. Euh, C'est clair. donc, c'était effectivement, non, c'était fantastique. Quand je dis fantastique, c'était exceptionnel parce que tu voyais un type mettre un coup de pompe dans un lampadaire, il éteint. Je dis, waouh. Je dis, lui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il ait chauffé. Eh, Moi, j'ai chauffé. du coup, tu regardais Karate Kid, du coup, forcément, là, tu regardes Cobra Kai, vu que c'est revenu, tu sais, à la mode, là. Ouais, non, ouais, c'est ça. J'ai maté les premières, ouais, les trois premières saisons, je crois. Là, même, je suis sur la quatrième d'ailleurs, mais la quatrième, je n'ai pas fini. Vraiment, je la regarde vraiment dilettante. Ouais, Voilà. ouais, Quand c'est tu as vrai que ça. vraiment, voilà, quand tu vraiment du recul, du repos, puis vraiment. Et puis là, on n'a aucune, je dirais, aucune obligation. Voilà. Mm. Du coup, dans ton enfance, j'ai vu que tu avais fait du karaté, etc. Mais j'ai vu que tu avais fait du kendo. Ouais. Comment tu as fait pour découvrir, enfin, tu me viens de m'en parler un peu avec les films, etc. Mais comment tu as fait pour découvrir ce sport qui était quand même méconnu par rapport aux autres sports de combat et aux autres arts martiaux? Ben non, je pense pas. Je pense que du moins l'activité était connue parce qu'effectivement, je crois que si je me souviens bien, tu avais le dérivé de la discipline aux Jeux Olympiques. Et Mhm. c'est vrai que tous les dimanches, on avait droit à ça, à Stade 2, ouais, c'était ça, Stade 2. Mais, et puis, comme c'était effectivement avec mon cousin qui m'initiait, donc, du coup, et puis c'était quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, le fait de maintenir ce bâton qui fait office de sabre, et puis avec ça, bon, tu as, le rudiment de déplacement, de passage, tout ce qui va avec. Donc, pour moi, c'était le nec plus ultra. En attendant de mettre des coups de pied retournés ou des coups de poing, ou peut-être de crier aïe, ah tu vois, donc, et puis voilà, mais sinon, non, c'était les débuts. C'était les débuts, c'était agréable, c'était. C'était magique. Voilà. C'était magique. Et puis après, donc, de là, on s'est diversifié. Puis le fait de voir à chaque fois, de voir des films ou de voir des camarades dire, tiens, voilà, il y a eu ci, tiens, on fait ça, tiens, tu viens voir et tout, tu devrais t'initier à ci, à ça. Et donc, tu y allais, tu t'essayais, puis après, de là, tu dis, ah non, c'est bon, je passe à ça. Et puis, quand ça se passait même très, très bien, bah, c'était une traversée de 5 7 ans pour après switcher sur d'autres activités. Et Voilà. après, jusqu'à venir au MMA, au MMA qui était pas connu en France, enfin, pas connu. C'était pas Il y du tout avait les connu. spécialistes qui étaient vraiment, on était dedans, etc. Oui, Et, voilà. Mais à l'époque, lorsque même je pratiquais la discipline, ne serait-ce qu'en faisant de la self-défense, donc indonésienne, les gens me disaient qu'il fallait être barjo. Il fallait être barjo pour pratiquer ça parce qu'il fallait prendre des coups, pour revenir. Après, maintenant, tu fais les combats dans la cage, il faut être fada. Et je dis non, bah, finalement, le problème, c'est que boxer, je dirais, boxer, combattre dans une cage ou dans un ring, c'est la même chose, sauf que la différence, c'est juste l'aspect, c'est l'aspect et les règles. Donc, effectivement, en boxe anglaise, boxe pied-point, ça se passe debout. On a un type enfin, quand on a une cible, justement, qui fait que l'on doit se frapper l'adversaire sous différents angles, ne pas arriver de taper à la tête ou la colonne vertébrale. Et c'est pareil pour le combat, le mixed martial art, donc le combat libre. Après, de tout ça, ce qui fait la différence, c'est que il n'y a pas de terminaison. Du moins, avec le MMA, il n'y a pas de terminaison. Le combat peut commencer debout, on peut le ramener au sol. Et puis là, ça devient les films de Far West que l'on voyait à l'époque, donc dans les années 80, 70, ou 70-80, où ça commence avec deux gauche-droite ou une droite venue de nulle part, et puis après, les gars se roulaient par terre. ouais. Et c'est pareil. Sauf qu'à la différence, on n'avait pas le couteau pour pouvoir étrangler ou couper l'adversaire comme on voyait dans les films de western. Donc là, effectivement, il y a toute une gamme de soumissions qui rentrent en ligne de compte, donc avec un travail de lutte ou de jiu-jitsu. Donc voilà. Mais sinon, après, pour ce que c'est, non, c'est vrai que c'était original. C'était original le fait d'avancer sur ce chemin-là. Après, effectivement, le fait de se dire que on apportait quelque chose, oui, c'était un fait, mais c'était plus un plaisir personnel. Plaisir personnel de savoir effectivement, comme tout mon parcours
sur le combat, de pouvoir assimiler différentes techniques pour pouvoir mettre mal son adversaire. Et même si on est champion, on est, on n'est jamais satisfait ou complet dans la discipline, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Et comment tu as vu l'évolution justement du MMA? Parce qu'aujourd'hui, forcément, c'est beaucoup plus encadré, beaucoup plus technique. Toi, tu étais obligé de. À ton époque, c'était pas aussi cadré où il n'y avait pas les cours de MMA pur. Tu devais vraiment Ouais. travailler tout, etc. Maintenant, c'est plus facile, on va dire. Non, aujourd'hui, c'est plus facile. Tout le monde a quelque chose de. Il y a toujours quelque part un professionnel qui a pu tirer a pu donner de sa personne, voilà, sur différentes compétitions et surtout en s'entraînant à l'extérieur, donc du territoire français pour pouvoir parfaire ses techniques, même quitte à même les faire directement en France. Et puis donc de là, il s'est véritablement distingué et comment on pourrait dire ça? Et il s'est auto-construit, voilà. Ouais. Donc après, donc de là, il peut donner des cours. Et puis bon, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, entre ce type de personnes-là, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Bon, bien sûr, il y a toujours des choses qui font qu'il y a toujours des petits détails sur lesquels il faut revenir. Ce qui est bien, c'est que bon, en France, c'est qu'on a toujours ce côté technique. Donc c'est l'avantage. Mais après, il manque encore pas mal de choses. Donc du coup, après, ce qui était dommage sur certains cas, c'était effectivement que parfois, il y avait des gens qui n'avaient pas ce regard ou cette phase technique pour pouvoir apporter le plus qui manquait. Voilà, donc du coup, effectivement, ça a pris du temps et ça va prendre encore du temps, peut-être encore avec, avec, je dirais, facilement 5 bonnes années. Donc après, bien sûr, tu as des clubs qui se démarquent et qui font le travail amplement bien. Mais voilà, mais véritablement, pour avoir une bonne essence et un bon ancrage sur la discipline, ouais, un bon petit 5 ans qui devrait se faire dans de bonnes conditions. Mais sinon, non, pour ce qui est de la discipline sur son évolution, non, là, elle était très, très belle. Elle était très belle, puis on ne peut pas demander plus. Donc, effectivement, c'était pas plus mal que ça arrive aujourd'hui, maintenant, que plus tôt, parce que plus tôt, ça aurait été pour beaucoup un carnage. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes voulaient, comme maintenant aussi, ils veulent s'initier, ils veulent se prouver des choses. Et c'est bien beau de prouver des choses, c'est bien beau de monter sur le ring ou dans la cage, mais le tout, c'est d'y rester. Voilà, c'est pas une course c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Voilà, comme toute chose, hein, c'est comme toute activité. Donc, c'est pas tout d'arriver dans un contexte, de dire je vais combattre et puis me prendre des coups, puis perdre. Parce que c'est vrai que les coups, ça reste des séquelles. Ça tue le moral du combattant. Et puis après, derrière, il y a plus d'aigreur qu'autre chose. Voilà. Moi, jusqu'à maintenant, bon, j'ai eu une carrière en dents de scie, mais je me suis toujours donné les moyens, je me suis toujours dit que voilà, quoi qu'il arrive, voilà, c'est une guerre. Je ne suis pas là pour la gloire. Donc, effectivement, bon, il y a un cachet qui n'est pas négligeable, mais la gloire, c'est pas le. Voilà, la compétition d'abord. La compétition d'abord, et après, ce qui vient derrière, voilà, c'est un plus. Tu as fait l'UFC, tu as fait le Bellator, etc. Tu as combattu des grands combattants, je ne vais pas les citer, Ken Velasquez, etc. etc. Mais est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes l'UFC par exemple ou le Bellator actuellement, est-ce qu'il y aurait des mecs que tu aurais voulu combattre, enfin, que tu pourrais encore combattre ou que tu aimerais, que tu aurais voulu, que tu n'as pas eu le temps de combattre, etc. Non, il y a toujours il y a toujours des petits challenges, du moins des défis, puis des envies. Puis après, c'est vrai qu'on a toujours besoin de se tester, de se dire, voilà, tiens, ce serait bien de rencontrer telle ou telle personne. Donc, effectivement, oui, non, il y a toujours des petites relances de ce côté-là. Mais bon, après, quoi qu'il en soit, là où j'en suis, je prends mon temps. Donc, je pense que après cette rencontre, effectivement, pour clôturer justement mon parcours, donc effectivement, ça va, du moins, c'est même pas peut-être, va venir justement ce moment de réflexion où on va lancer des petits pics pour pouvoir son organisation et puis même son panel culturel en tant que combattant. Mais je dirais que non, on est des combattants, donc je ne veux pas dire qu'on est comme les chiens à vouloir se prouver des choses, mais il y a toujours ce côté, oui, je peux le faire. Et puis effectivement, quand on voit la performance d'aujourd'hui
dans différentes promotions en tant que dans ma catégorie, oui, il y a largement des choses à faire. Aujourd'hui, c'est plus facile que c'était avant. Mm. Ma catégorie, c'est pas une question de dire que euh, c'est plus light, mais je dirais c'est moins soutenu. Voilà. Ouais. Tu as combattu aussi un peu partout sur la planète. Est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont plus fait kiffer que d'autres, par exemple? Ben, ici, tous les endroits sont beaux. Franchement, il y a pas eu un endroit qui m'a déplu parce qu'effectivement, tu pars, tu découvres une culture. Tu pensais jamais y arriver. Et surtout, tu découvres aussi d'autres mœurs et tu dis waouh, c'est comme ci, c'est comme ça. Waouh, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un très très bon, une très très belle approche et un accueil chaleureux. C'est vrai que sur le coup, ça reste hostile parce qu'on ne connaît pas les gens. Les gens te voient comme une bête féroce ou comme la bête, surtout la bête à abattre parce que tu viens rencontrer leur champion. Mais après, à la fin, tout se finit bras dessus, bras dessous. Et puis voilà, avec une bonne, comme on dit là, un beau hug chaleureux et les gens sont heureux. Donc pour certains, c'était aller, ils vont festoyer avec la bière, ça se retrouve avec des rires. Ou pour nous, c'était autour d'un bon plat et tout ce qui allait avec. Et puis voilà, mais c'est vrai que il y a, malheureusement, malgré la misère du monde, il y a quand même des endroits qui ont été beaux, agréables, et sur lesquels, effectivement, on aimerait retourner. Mais bon, aujourd'hui, avec les circonstances géopolitiques que nous vivons, ce serait un peu plus drastique. Voilà. Et est-ce qu'un combat en Afrique, ça t'aurait tenté, justement? Ah, bah, en revenant sur les pas du défunt Mohamed Ali, oui, bien sûr, c'est le kiff. Ce serait le kiff, mais effectivement, il faudrait que ce soit dans de bonnes conditions parce qu'effectivement, euh, je dirais enfant du pays ayant été, comment on dit ça, ayant vécu en Europe, voilà, je dis oui, c'est cool, mais tu connais déjà les incidents, les infrastructures, donc il faudra vraiment que ce soit carré parce que dans ce genre de choses-là, tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà, donc tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que, ne serait-ce que pour le côté exotique et excitant du projet. Et puis surtout, faire correctement les choses. Voilà. Parce que là, effectivement, boxer là-bas, non, tu n'as pas droit à l'erreur. Ouais. On Surtout est là. qu'en plus, on pourrait organiser quelque chose de pas mal avec tous les grands champions qu'on a en ce moment. Ah oui, non, mais bon. Après, je sais que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Mais après, en termes de grosses, super grosses Ouais, c'est con. structures, voilà. Je dirais que bon, Mohamed Ali l'a fait. Euh, Après, il y a eu des organisations de MMA qui l'ont fait aussi au Sénégal, en Afrique du Sud, au Cameroun. Donc, voilà. Mais après, vraiment, avec la force de frappe d'aujourd'hui de ces grosses organisations, qui sait? Mais ça va venir. Ça va venir. Ça viendra. Donc, je sais que l'UFC part à gauche, à droite pour le faire aussi. Donc, ils l'ont fait en Asie. Ils l'ont fait en Asie. Donc, ils l'ont fait aussi, si je ne me trompe pas, en Amérique du Sud. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, Ouais, puis avec Ngannou et compagnie, ils peuvent quand même voilà. se dire, bon, Voilà. Et puis, je pense aussi que c'est pareil avec le Bellator. Eux, vraiment, ce sont vraiment les pionniers de l'Europe. Donc, ils trimballent la caravane aussi pareillement de ce côté-là. Donc, qui sait? Après, comme on dit, un, un problème d'intérêt. Voilà. Donc, c'est juste. Ouais. ouais. Mais j'allais continuer après justement sur l'Afrique, mais est-ce que toi, ça te tenterait de créer quelque chose justement, pas un championnat, une organisation, pardon, et de faire des combats justement, pourquoi pas en Afrique? Ouais, je suis essayé de travailler avec, de créer quelque chose du type, mais bon, comme toute chose, bon, il y a toujours des margoulins dans le système qui essaient de tirer les ficelles vers eux. Donc, du coup, je me suis arrêté. Peut-être effectivement, c'était les mauvaises, c'était des mauvaises rencontres, mais qui ne m'ont pas échaudé. Mais après, je pense que sur le fond et le reste, je prends le temps. Si demain ça doit se faire, ça se fera. Si bien sûr derrière je dois encadrer justement et apporter de ma personne en tant que label, en termes de certification correcte, je le ferai aussi.
mais je dirais, c'est pas le but. Parce que je ne cours pas après ça. Voilà, c'est pas, voilà, j'ai ma carrière, j'aurais eu ma carrière. Je donne aussi du temps justement à différents athlètes justement en les préparant. En les préparant sur les conditions comme en travaillant des détails techniques, voilà, donc de combat, des phases de combat. Mais je ne suis pas là pour. Du moins, je ne pense pas encore aujourd'hui à créer quelque chose en termes de structure pour en tirer profit. Pour en tirer profit, pour même grandir de ça. Parce que, bon, encore une fois, bon, là, aujourd'hui, je ne suis pas du tout sur la métropole. Donc, voilà. Mais sinon, c'est vrai que bon, je reçois quand même pas mal de monde qui passe pour pouvoir justement peaufiner leur technique. Et puis voilà. Mais sinon, pour le reste, non, on verra bien. On verra avec le temps. Et justement, est-ce que tu as des combattants français actuels qui te demandent des conseils en tant que… Bah, il y en a, il y en a. Après, Ouais. c'est pas forcément des. Parce que bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous des égos, hein. Donc aujourd'hui, ils travaillent tous dans leur club respectif. Donc du coup, revenir derrière et puis dire oui, qu'est-ce que tu penses d'eux et ci et ça? Oui, non, il y en a. Il y en a. Donc sans citer de nom, parce qu'effectivement, il y a. Mais, mais non, il y en a. Il y en a. Et puis, c'est pas parce qu'ils demandent des conseils que forcément c'est une faiblesse. Non, c'est justement, ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin de se construire. Ils ont besoin d'être suffisamment intelligents pour pouvoir faire leur sport correctement et surtout protéger leurs intérêts. Parce que ce qui est le plus important sur un combattant, pour moi, l'intérêt, c'est son intérêt physique et mental. Voilà. Donc, s'il arrive, l'athlète se fait dérouiller comme jamais et puis il repart sur une civière parce qu'il s'est brisé les jambes, les bras et tout ce qui va avec, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, avant tout, c'est que l'athlète, justement, revienne, du moins se présente dans de bonnes conditions et qu'il puisse faire face à une guerre sans précédent, quelles que soient justement les aptitudes du combattant en face, qui soit réglo ou pas réglo. Voilà. Parce que, voilà. J'avais deux petites questions un peu plus détentes. Je me souviens qu'en 2013, tu avais joué dans Attila. Oui, bien sûr. Eh ouais, tu vois, attention. Ah non, Euh, ah non, non, mais tu sais, tu me dis ça, mais non, ça me fait rire parce qu'effectivement, tu sais, mais c'est vrai que très peu de personnes le savent. Donc, et puis, ce qui est marrant, c'est que je participe à pas mal de projets cinématographiques, et puis surtout sur les plus gros, parfois, je ne peux pas les faire parce que j'ai d'autres activités. Et donc, du Ça allait coup, être ma question, tu vois. voilà. Et puis des fois, les gens me disent, oui, mais tiens, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ben, parce que c'est juste une question de temps. Et puis c'est vrai que donc, pour moi, le cinéma, c'est magnifique, c'est le top. Tu vois, c'est une consécration, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser faire. Mais après, c'est un travail qui est fait pour les professionnels. Et puis, ce qui est bien, la chance que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est que j'ai toujours eu des personnes qui voulaient me donner de véritables caractères. Tu vois, même là, j'en avais encore, là, j'ai encore reçu un script de folie. Et le gars, il m'a dit ouais, de signer pour faire le bordel, mais j'ai dû le rembarrer parce que je fais ma préparation. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc, non, c'était un truc bien soutenu, mais bon. Après, comme je dis, non, je prends les choses comme elles viennent. Je ne suis pas pressé, c'est pas mon taf. Après, le fait d'avoir participé à différents programmes tels qu'ils soient, que ce soit de la série Z comme des films à gros budget, tu vois, je suis, je suis humble. Voilà. C'est des bonnes choses. Donc, je ne suis pas là à me gargariser. Dès l'instant où effectivement tu passes derrière la caméra, c'est plus qu'un honneur. C'est comme si tu voyais un petit jeune qui passait aux infos de 20h. Ah, regarde, j'étais à la télé. Là. C'est pareil. Ils sont bien sûr le crier, mais voilà. Et j'avais une question aussi sur tes entrées en cage. Alors, on m'en a beaucoup parlé quand j'ai dit que j'allais t'avoir en interview. J'avais même un collègue qui m'a dit tout à l'heure, ouais, tu te rappelles et tout, il rentrait même sur numéro 10 de Booba et tout. Est-ce qu'il fait toujours? Bah, en fin de compte, du moins, ça dépend. Euh, déjà, les musiques.
véhicule quelque chose, véhicule une aura qui permet à nous, sportifs, de briller, parce on ressent ce truc-là, donc ça nous transcende, et surtout, ça parle pour nous, donc effectivement. Mais après, oui, non, il peut très bien m'arriver de rentrer avec des musiques d'artistes français comme américains, euh, qui vous transcendent, même voilà, qui sont sur lesquels on sent bien la chose. Là, quand j'étais en France, j'étais rentré sur la Marseillaise, effectivement, parce que pour moi, c'était on est là pour vaincre, quoi. Parce que bon, la Marseillaise, c'est un cri de guerre, c'est pas une chanson, c'est pas une simple chansonnette. Donc voilà. Donc après, sur l'ensemble, voilà, il y a des vibes qui font qui me touchent, sur lequel effectivement, j'ai besoin de rentrer concentré sur quelque chose de bon, et voilà. Mais sinon, après, c'est pas. Je vais pas dire que je passe pas mon temps à chercher ou écouter des musiques qui vont me dire, oui, tiens, bah, c'est avec ça que je vais rentrer, parce que. Ou cherche-moi une musique qui crache ou qui pète. Non. Bon, c'est vrai que voilà, un exemple pour Booba, effectivement, ça parlait de son bon sens. Chez moi, chez nous, il n'y a que des numéros 10. Il y a pas de. Soit tu es meilleur, soit tu n'es rien. Donc, J'avais voilà. deux dernières questions. La première, c'est à la mode forcément. En ce moment, tu as les réseaux sociaux, les chaînes Twitch. Il y a beaucoup de combattants qui ont ça. Est-ce que toi, tu t'es lancé ou tu vas te lancer? Tu veux? Non, non, franchement, déjà, je dirais, sans vouloir manquer de respect à tous mes followers qui me supportent aussi bien sur toutes les plateformes que j'ai pu avoir, Facebook, Instagram, et j'en suis. Bon, je suis pas féru de ça. Donc, effectivement, j'essaie de donner un échange, mais je suis pas. Parce que pour moi, ça donne cet esprit de voyeurisme. Donc, du coup, bon, il le faut pour communiquer, pour donner des phases, mais je suis pas friand. Là, même là, pour te dire, là, j'organise juste après mon combat deux séries de stages durant le week-end de l'après-combat, donc le samedi, dimanche, donc le 7 le 6, dans le 7 et le 8 mai, donc dans deux différentes salles. Donc là, il faut qu'effectivement que je poste, mais j'ai pu poster ça en story que sur Insta. Mais là, il va falloir que je remette ça sur les réseaux pour pouvoir informer les gens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui. Je ne vais pas dire que je ne suis pas has-been ou vieux, mais c'est pas. Non, les gens aujourd'hui, ils aiment beaucoup montrer ou se faire valoir ou montrer ce qu'ils n'ont pas, et ils vivent dans du paraître, et c'est pas moi. Voilà. Je sais ce que je fais. J'ai énormément de boulot à faire encore, donc sur différentes activités. Et puis ça me prend énormément de temps aussi. Donc du coup, arriver et puis gonfler les gens avec des conneries ou faire semblant, non. Et puis je fais pas semblant, donc voilà. Donc du coup, Voilà. voilà. Comme ça, le truc est réglé. Tu m'étonnes. La dernière question, ça c'est vraiment global, c'est si tu avais, même pas si tu avais, si tu as un mot à donner, à dire aux jeunes qui voudraient se lancer en carrière, qui voudraient se lancer dans les sports de combat, qui hésiteraient ou autres, et, les jeunes de banlieue par exemple, qui hésiteraient. Je sais que tu aimes bien aussi avoir cette bonne parole, et voilà, si tu as envie de leur Bah, dire. la bonne parole, ce sera de bien faire d'avoir les bons choix, parce qu'effectivement, c'est vrai que la vie n'est pas facile, mais de rester concentré. Voilà. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Donc, et puis, c'est pas forcément que pour les sportifs, hein, mais pour aussi ceux qui étudient, qui se sont donné des objectifs, des objectifs de carrière, au-delà du sport. Donc, rester concentré, s'appliquer, et surtout se donner les moyens. Voilà. Après, il y a différentes choses ou différents éléments qui feront d'eux des grandes personnes, donc, mais surtout de croire en soi-même. Voilà. Être confiant, croire en soi-même. La famille est là pour vous soutenir, donc toujours utiliser justement cette puissance, cette épaule qui vous permettra de vous transcender, voilà, de bien faire les choses. Mais surtout, ne jamais reculer, ne pas avoir honte, et s'affirmer tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que l'on peut dire de ce côté-là. Après, maintenant, pour le sport, si effectivement vous voulez faire du sport, ben, ouais, je vous dis, après la bagarre du 6 mai, ben, vous aurez peut-être l'occasion de me rencontrer si vous êtes chaud bouillant pour pouvoir faire une initiation sur la discipline ou par faire des techniques ou certains contrôles que vous n'aviez pas vus jusqu'à maintenant. Voilà. Le message est passé.
Merci, Cheikh. Merci infiniment. C'était Merci à cool. toi. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google, YouTube, tout ça, tout ça, tout ça. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, l'arène sur Instagram et moi-même votre serviteur, Saïd El Abadi, tout attaché sur Twitter et Saïd_LBD sur Instagram. À très vite dans l'arène.